Alors, on a parlé, c'est les deux versants du titre des journées, symptômes du politique du symptôme, symptômes du politique. On a parlé, la première table ronde parlait de la politique du symptôme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à la fois en tant qu'analyste et aussi qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le lien social qui est le nôtre, des prises en charge effectivement du symptôme. C'était tout à fait remarquable ce qu'a apporté Patrick Sadoun, et Fabrice Bonnet, est très saisissant. Là, nous allons aborder au contraire l'autre versant, j'appellerais ça symptôme du politique, c'est-à-dire, et je suis très très heureux, je dois le dire, de recevoir avec vous mon ami Kader Attia. Alors, au fond, sur cette question du symptôme du politique, on peut dire que Kader ne travaille que sur ça depuis 20 ans, au moins. C'est le cœur de sa question, et en particulier autour des questions qui touchent aux séquelles de la colonisation. Alors, je vais le présenter, je vais heurter sa modestie. Kader a été, voilà, c'est un des artistes les plus importants d'aujourd'hui. Art Review, pour ceux qui savent, l'a classé parmi les 100 artistes contemporains les plus importants au monde. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est très désagréable, je sais, mais tu vas être obligé de le subir un tout petit peu. Il a des expositions dans le monde entier. Il a récemment au Palais de Tokyo, au McVal, etc. Je vous rappelle, à la Biennale de Venise. Je rappelle qu'il a eu le prix Marcel Duchamp en 2016, avec une vidéo qu'il faut absolument voir si vous avez l'occasion, qui s'appelle « Réfléchir la mémoire ». Et une très jolie équivoque sur le terme « réfléchir », parce que c'est tout un usage... Je peux le dire? Non, oui, je ne triche pas. Là, tout un usage du miroir face à la question des amputations et du syndrome du membre fantôme qui, pour Kader, résonnait par rapport à la colonisation, qui est effectivement un symptôme qu'on retrouve chez les sujets que nous recevons et dans le lien social en France, puisqu'effectivement, il y a un défaut fondamental en France d'un travail de mémoire ou d'un travail... collectif sur les séquelles de la colonisation. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait parlé des bienfaits de la colonisation, et même, cette formule assez extraordinaire, c'est pas vieux, hein, que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Hein, on a eu quelques petites évocations comme ça. Alors, on s'est rencontré avec Kader il y a pas mal de temps maintenant, hein, lors d'un colloque de Postcolonial Studies, des études postcoloniales. J'ai débarqué en parlant de psychanalyse. C'est le seul, j'avais l'impression, qui m'a vraiment entendu. Il est venu me voir à la fin, et depuis, on n'a plus arrêté d'échanger, de travailler ensemble. Nous faisons... Kader fait partie, à Espace Analytique, du groupe arabophone pour la psychanalyse, et nous tenons, avec ce groupe arabophone, de temps en temps des réunions ou des colloques, dans un lieu que je vous invite tous à aller voir, pas tous ensemble, parce que sinon vous allez mourir, mais qui s'appelle La Colonie, Barré, hein, qui est un lieu que Kader a ouvert avec sa famille, qui est un lieu formidable de colloques, de rencontres de très grande qualité. C'est un lieu où on peut manger, boire, écouter de la musique, et même parfois manger du couscous. Hein, c'est vrai, absolument formidable. Voilà. On a en commun aussi d'être... des enfants, aujourd'hui, on ne disait pas ça à notre époque, mais des enfants du 9-3, tous les deux. On s'est retrouvés là-dessus, effectivement, où on a vécu dans un milieu pluriculturel qui était effectivement pas aussi tendu entre communautés. Hein. C'est devenu, mais ça, à l'époque, ça ne l'était pas. Lui, on dit franco-algérien, mais en fait... Kader est un franco-algérien, il est cosmopolite, il vit partout, il vit à Berlin. Ce qu'il va vous présenter est une vidéo, pour la première fois en France, hein, un inédit, ça a vraiment été adorable. Un travail qu'il a fait en Asie, en Extrême-Orient. Et au fond, tu as fait un service civil au Congo, enfin bref, un peu partout. Il travaille depuis plus de 20 ans sur ce qui commence à être à la mode maintenant, ce qu'on appelle le décolonial, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, on ne va pas se précipiter là-dessus, sur également ce qui a existé en France, mais de façon un peu trop confidentielle, qui, au fond, s'était bien développé aux États-Unis, où il y a des choses tout à fait passionnantes, qui étaient les post-colonial studies, sauf que lui les interroge à partir de ce qu'il a vécu lui-même, hein, dans ce no man's land qui était la Seine-Saint-Denis, hein, d'une certaine façon. C'est vrai, un lieu un peu... voilà...
Voilà. Donc, je vais le laisser vous présenter. Quand je l'avais présenté aux Beaux-Arts, et j'annonce tout de suite qu'il y aura une très grande manifestation que j'organise aux Beaux-Arts le 13 juin avec Kader. Les analystes peuvent supprimer leur rendez-vous de fin d'après-midi, ça commence à 18h, mais vous avez le temps de le faire. Les Beaux-Arts vont faire une grande manifestation. Je disais que Kader était au fond un wanderer moderne. Voilà, c'est un voyageur moderne. Tu as toujours beaucoup insisté sur l'importance pour toi des voyages, de l'entre-deux, puisqu'au fond, c'est ça, entre deux cultures, véritablement. C'est là que tu te situes. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire encore, mais bon, je vais te laisser peut-être présenter ce que tu nous as apporté, et puis on discutera ensuite. Bonsoir tout d'abord, et merci aux précédentes présentations sur l'autisme. C'était absolument à la fois passionnant et nécessaire, je pense. J'ai appris beaucoup de choses. Avant de passer de 2 extraits de ce film, il convient de le contextualiser un petit peu, d'abord par rapport au débat qui vient d'avoir lieu, et aussi par rapport au dialogue que nous avons avec Alain et dans ma pratique. Je crois que il y a vraiment une des choses qui m'a le plus réorienté dans ma pratique il y a une quinzaine d'années à peu près, plus même, il y a une vingtaine d'années. On m'avait offert en fait au Congo-Brazzaville où je vivais un tchakokote qu'on appelle tchakokote, qui est un pagne de raffia Kuba qui avait appartenu à la grande tante d'un ami, Armand. Il m'avait offert en cadeau. Et ce pagne en raffia était recouvert. Donc, il faut imaginer ce que c'est le pagne en raffia Kuba. C'est beige. Les Kuba pratiqués à l'artisanat de tissu plaqué, ou sinon celui que j'avais à l'époque était brodé en fait. Et donc, il faut imaginer cet objet très beau, écru, beige. La majeure partie des cas, c'est ce qu'on rencontre. Sauf que celui-ci était constellé de 9 rustines, 9 petites pièces de toile de Vichy, en fait. Mais de toile de Vichy parfaitement brodée. Dans la broderie intégrait parfaitement le travail, en fait. Donc, il m'avait dit, Armand, tu es bizarre, tu es un artiste. Avant ton départ, je voulais t'offrir ça parce que c'est spécial, on n'en voit pas beaucoup. Et comme ça, c'était à ma grande tante. Je l'ai emmené avec moi. Et 4 ans après, ce magnifique cadeau d'Armand, je déménageais d'une chambre de bonne à un appartement. Et il était poussiéreux. Je retourne cet objet, je découvre que derrière ces 9 petites rustines de toile de Vichy bleue, incluses dans ce magnifique raffia écru, derrière chacune, il y avait un trou, en fait, un trou qui avait été créé par une souris, par un insecte. Donc en fait, c'était pas une décoration seulement, c'était une réparation. Et l'impact que ça a eu, encore une fois, lorsque vous êtes artiste, bien sûr, vous faites de la recherche, comme les psychanalystes, les psychiatres, les médecins font de la recherche, les historiens. Mais le rapport c'est peut-être la chance que nous avons, les artistes, le rapport à l'objet de recherche, en fait, il est elliptique, en fait. C'est pour ça qu'on a eu le surréalisme dans l'art. On peut mettre en relation des choses et d'autres, totalement inattendues. Et ce qui m'a vraiment intéressé, dès cet instant, ça a été de regarder comment ce qui semblait être, encore une fois, décoratif, produit dans un univers colonisé, où l'impact de cette colonisation n'a pas été seulement physique, il a été aussi culturel, il a été psychologique. Je souris parce qu'en plus, le point de départ de cette histoire m'a amené, alors là on est vraiment dans la psychanalyse, à relire la fascination que j'avais par exemple pour les bijoux berbères. C'est très étonnant, je vais vous dire pourquoi très vite. L'impact qu'a eu, en tout cas cet objet dans mon travail, a été de comprendre que ce que je pensais être une forme de réappropriation, en fait, dans le sens de ce poète brésilien très connu qui s'appelait Oswald de Andrade, qui a appelé la cultural anthropophagia, que les occupés, les dominés, les colonisés absorbent les symboles de culture de l'occupant et les lui vomissent au visage. Il s'était fasciné pour le groupe ethnique Tupi, qui était anthropophage, et le début, enfin pas le début, mais quelques phrases après le début de son poème manifeste, vous avez ce magnifique Tupi or not Tupi.
That is the question. Donc, j'ai commencé à regarder avec attention comment ce qui pourrait apparaître comme décoratif. Je reviens en bijoux berbères que j'ai collectionné pendant des années parce que ma grand-mère, pendant la guerre d'Algérie, avait pour mission pendant 7 ans de collecter les bijoux que de vieilles femmes lui donnaient, une petite boucle d'oreille, un pendentif, une fibule, beaucoup de fibules, donc ces broches qui permettaient de tenir un grand tissu. J'ai découvert à ma grande surprise que dans la plupart des cas, ces objets en fait étaient au niveau du front, donc en face du spectateur, recouverts de corail, en général de corail rouge qu'on trouve en Tunisie et en Kabylie, ou d'émaux, mais qu'à l'intérieur, ils étaient en fait des pièces de monnaie représentant Napoléon, la reine Victoria, la République, le roi Baudouin, quelques pièces allemandes, suisses, etc. Donc je me suis vraiment intéressé à comment, finalement, j'ai envie de dire, s'articulent les premiers signes de réappropriation qui vont donner naissance, peut-être un siècle plus tard, beaucoup plus tard, à un désir de réparation. Donc j'ai vraiment travaillé sur une sorte de proto-langage, comme ça, de la résistance. Là, c'est la dimension chercheur. Après, il y a ce qu'on peut faire, parce qu'encore une fois, mon terrain d'expression, c'est plutôt soit le dessin, soit le collage, soit bref, et le film. Donc j'ai travaillé pendant des années, Alain connaît le travail, j'avais montré un peu à différents endroits en France beaucoup de choses sur les questions liées à la colonisation, d'abord à travers mon histoire, ensuite à travers cette période très longue que j'ai passée au Congo-Brazzaville, qui a été vraiment déterminante pour moi. Et ça n'est que très récemment que j'ai décidé de m'intéresser à l'Asie, parce que la vie est courte. Je connais aussi un petit peu l'Amérique latine. Mon ex-femme est vénézuélienne, j'ai aussi vécu au Venezuela. C'est juste quand tu dis que je suis voyageur, je connais très très bien le Mexique et le Venezuela, parce que j'y ai vécu. Comme la vie est très courte, je me suis dit, je vais aller voir aussi de l'autre côté, parce que finalement, c'est pas grand-chose en fait sur cette partie du monde. Et c'est pour ça que ce film que j'ai réalisé donc entre la Corée du Sud et le Vietnam, et qui s'appelle Les paradoxes de la modernité, pose la question, là aussi, de la réparation. De la réparation qui s'articule, et là ça va vous intéresser tous, par rapport en tout cas à la psychanalyse, de l'individu au groupe social, en fait. Puisque finalement, je crois que c'est Fetti qui disait que dans une des réunions arabophones, que la psychanalyse c'était cette articulation entre et d'autres d'ailleurs, pas que lui, entre l'individu et son groupe d'appartenance. Mais il y a une chose encore plus forte que j'avais trouvée d'ailleurs, c'est comment nous les psychanalystes, on peut parfois aussi faire des théories à partir d'un cas général. Donc moi ce qui m'a intéressé à travers... j'ai un peu bourlingué donc, en Asie, et il y a 2 pays vraiment qui m'ont marqué, c'est la Corée et le Vietnam en fait. Ces 2 pays qui m'ont marqué parce que d'abord ce sont 2 pays finalement qui ont beaucoup de rapports avec l'Algérie et cette histoire coloniale française en Algérie. Pas forcément parce que le Vietnam a été colonisé par les Français, ça c'est un fait, mais parce que cette région du monde a vécu un impérialisme dont on n'a pas idée en général, qui est l'impérialisme japonais en fait. C'est-à-dire que le Vietnam, la Corée du Sud, la Mandchourie, et puis bien d'autres pays après, ont été colonisés par le Japon. Ce qui m'a intéressé, c'est lire ça aujourd'hui, en 2018, 2017, 2018, au moment où je faisais ce film, avec tout le contexte d'ailleurs actuel de la manière dont Trump a commencé à se rapprocher de la Corée du Nord aussi, avec toute cette manipulation américaine de reprendre en fait le dessus sur la région, parce que là on est vraiment dans un néocolonialisme qui se joue dans la région. Ce qui m'a intéressé, ça a été d'essayer de relire l'histoire contemporaine de ces 2 pays et de voir comment ces 2 pays finalement qui ont embrassé à un moment donné 2 parcours différents, en tout cas qui se sont laissés tenter par 2 idéologies différentes, l'une le capitalisme, la Corée du Sud, et même très libérale, et l'autre le communisme. Le Vietnam ont géré les blessures, on revient à la réparation, les traumatismes, ce qui a marqué profondément, bien sûr, les grands groupes sociaux, mais aussi les individus. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette articulation entre l'individu et le groupe. Ma pratique, en tout cas dans les films,
Mes films sont très longs, je suis désolé. Je remercie toutes les personnes qui restent en général, mais là je vais vous montrer des extraits de 20 minutes, vous inquiétez pas. En général, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment en fait, finalement, la grande histoire s'écrit à travers les micro-récits. Et là, j'ai retrouvé la manière dont mon histoire m'a été aussi communiquée, à travers des micro-récits, des petites histoires, Je parlais récemment avec quelqu'un du grand débat national et qui me disait, mais si tu relis les cahiers de doléances de la Révolution française, on demandait pas aux gens ce qu'ils veulent, on demandait aux gens de venir raconter leur vie. Le paysan venait, disait, alors moi j'en ai marre, le seigneur empiète sur mon champ, etc. L'importance de ce que vivent d'ailleurs les psychanalystes dans le secret du cabinet, j'essaie de l'utiliser à travers des films, donc à travers une échelle plus grande, pour peut-être essayer, je ne dis pas que j'y arrive, de réparer à un niveau sociétal les choses. Donc je vais d'abord mettre ce film. On ne peut pas éteindre les lumières, non, c'est un accent difficile à suivre. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'il explique comment les Japonais, en fait, se sont inspirés de la modernité européenne, avec toutes les règles de l'État centralisé. Il dit que le Japon, à la fin du 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle, est un État avec plusieurs langues, plusieurs administrations en fait, et traditions, et qu'en fait ils vont d'un côté vendre cette idée de la modernité, mais avant de la vendre, ils vont devoir eux-mêmes fédérer tout le peuple japonais. Et là où il dit que la modernisation japonaise, il en fait une critique, lui il est d'autant plus intéressant qu'il est métis, il est le résultat de cette colonisation. Il a un père japonais, une mère coréenne. Et il va expliquer justement comment cette modernisation qui a été le fer de lance de la colonisation dans la région est en fait une anti-modernisation puisqu'elle se réfère à l'empereur, le No, qui est l'empereur, et donc à tout le système féodal, enfin la mentalité féodale et japonaise. C'est très important de comprendre ça en fait, pour comprendre la violence avec laquelle le Japon va imposer en fait son hégémonie. Lorsqu'on parle de colonisation, encore une fois, il y a le processus, exactement comme en France, avec en tout cas l'Algérie. Le processus démarre toujours avec les canons, le débarquement à Alexandrie et le bombardement d'Alger, s'installe petit à petit à travers le changement de tout l'ordre et la structure de la société. C'est ce qui va se passer avec les Japonais et surtout avec ce projet en fait hégémonique d'apporter une forme de civilisation. C'est ce qu'il dit quand les Japonais arrivent au Japon. Mais là où ça devient plus intéressant en fait, c'est lorsque... Alors, the Bachchangi is very interesting by the military coup d'État. Alors, the Bachchangi is a very interesting person. Ça c'est vraiment important parce que l'un des moments sur lequel, l'une des particularités de la Corée du Sud, c'est que c'est une société qui, dès qu'elle accède à son indépendance, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon est refoulé, elle va subir une succession de massacres, en fait, qui vont commencer avec la guerre de Corée, et ensuite, après la guerre de Corée, avec les massacres de Jeju Island, les massacres de Gwangju. Ce qu'explique justement cet historien, c'est que tous les présidents qui vont se succéder et les généraux qui vont perpétrer les massacres de leur population, comme Park Chung-hee, sont des gens qui ont été formés par l'armée japonaise. Ce sont des officiers de l'armée japonaise qui ont été formés en Mandchourie, etc. Et en fait, c'est la raison pour laquelle un général comme Park Chung-hee, dont il parle là, qu'on va voir maintenant, c'est que il incarne vraiment le paradoxe du dictateur, en fait. C'est-à-dire qu'il applique la modernité japonaise en disant que son peuple, le peuple coréen, n'a jamais été capable d'embrasser la modernité comme l'a fait le japonais. Et pour justifier cela, évidemment, et supporté financièrement par les Américains, il va non seulement imposer des massacres dans toutes les populations qui vont à un moment donné le contester, notamment et surtout chez les marxistes qui vont au moment où après la guerre de Corée, qui vont essayer quand même les étudiants notamment à Gwangju de s'opposer à cette capitalisation sauvage de la société. Mais il va aussi aller beaucoup plus loin. Les Américains vont demander aux Coréens
pendant la guerre du Vietnam, de s'associer à eux. Park Chung-hee va envoyer 300 000 soldats, en fait. L'armée coréenne, d'un contingent de 300 000 soldats, va joindre l'armée américaine au Vietnam, et les pires atrocités qui vont être commises dans les villages vont être commises par des unités sud-coréennes. Par exemple, le Tiger Unit. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail, justement, là encore, Alain, tu vois, c'est revenir à quelque chose, essayer de lever le voile aussi sur une histoire que nous, on ne comprend pas, même lorsqu'il s'agit de l'Algérie, parce qu'on n'a pas idée de comment elle s'est passée ailleurs. Mais c'est ça, mais au fond, ça s'est produit chez nous aussi, puisqu'au fond, on envahissait les colonies pour apporter les droits de l'homme et le progrès technique, puisqu'au fond, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il y a à la fois une colonie, que la colonisation est à la fois une façon d'apporter la modernité et en même temps une anti-modernisation, ce que tu disais très bien. On a fait la même chose, c'est-à-dire on apporte la technique et les droits de l'homme et l'éducation généralisée, nos ancêtres les Gaulois. C'est vrai pour la colonisation française, mais en même temps, on recrée un système qui est celui de l'Empire, pour reprendre le mot de Lacan, c'est-à-dire un système féodal où les Algériens, etc., les colonisés, sont absolument inféodés et soumis, ils n'ont même pas un droit de citoyenneté, etc. C'est-à-dire, au moment où on installe quelque chose qui se fait au nom du progrès, de la modernité, etc., puisque c'est ça qui était quand même vendu en Occident au moment des colonisations. En même temps, on réinstalle quelque chose de complètement archaïque, avec quoi dont l'Occident était en train de se défaire. Lacan, d'ailleurs, avait une jolie formule là-dessus. Il disait que ça avait quelque chose avec la formule, il disait le colonialisme, c'est un effet des enfants perdus de la culture chrétienne. Voilà. Mais il y a une chose qu'on retrouve en tout cas en Corée du Sud, et alors c'est très intéressant parce qu'on le retrouve moins au Vietnam, c'est l'humiliation en fait. C'est-à-dire la manière dont la modernité, il le dit avec un petit sourire au début, il dit les Japonais ont même apporté les chaussures en cuir ici. Mais il le dit aussi avec un sourire gêné. Et il va parler à un autre moment dans le film d'un livre d'histoire de l'art, qui a été vraiment la Bible encyclopédique de l'histoire de l'art de la Corée du Sud au Japon, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 20, publié en 1922 par un historien japonais dont je ne pourrais pas vous dire le nom ici, et qui est mais vraiment un portrait, une peinture de l'art coréen très méprisant en fait. Il dit que par exemple les beaux-arts n'existent pas en Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a des bols, il y a un artisanat avec des chopsticks. Donc ça, c'est une chose vraiment intéressante et importante parce que tous les processus de colonisation perdurent encore aujourd'hui, entre autres par l'humiliation qui passe à travers la psyché de génération en génération. Vous savez, en ce moment en Algérie, il y a justement une révolution qui est en train de naître en fait. Il faut savoir qu'en algérien, il y a un mot qui est très très fort et qui existe encore aujourd'hui évidemment, c'est le hogra en fait. Hogra, ça veut dire l'humiliation. Mais c'est tellement devenu courant. Il y a eu, après l'indépendance, je me souviens de programmes télévisés dans les années 70 où des résistants, des gens qui avaient été torturés, venaient raconter toutes sortes d'humiliations qu'on était un peu obligés de regarder d'ailleurs. Et Hagroné, donc ils nous ont humiliés. Et bien sûr violés avec des bouteilles de bière, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a une chose dans cette dimension justement humiliante de la modernité. Pour moi, un trait qui m'a semblé extrêmement important, c'est, alors là, je vais vous paraître peut-être contradictoire avec la compassion, ou en tout cas l'empathie que j'ai avec en tant que descendant de colonisés. Je suis vraiment contre le discours victimaire aussi. Je pense qu'il y a des... Et c'est là où la réparation commence, en fait. C'est quand on commence à comprendre que ces sociétés, elles ont, en fait, au contact d'autres civilisations, elles ont développé leur modernité, en fait. Dans un cours de l'histoire, en arabe, on appelle ça le narda, la Renaissance, en fait. Donc, il y a eu des réactions comme ça. Et dans le cas dans ce film, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on switch, par exemple, avec un autre moment du film. Alors, je vais juste vous montrer. Alors, pour la petite histoire, en fait, les Beaux-Arts d'Indochine ont généré donc
une génération d'artistes vietnamiens académiques qui reproduisaient ce que déjà les académiques français qu'on envoyait là-bas, parce qu'à Paris on n'en voulait pas, leur vendaient. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit que l'un des problèmes des artistes vietnamiens des années 70, 80 en fait, c'est 85% d'eux reproduisent justement ces critères académiques très français, pas parce que les Français leur ont imposé, mais parce que le régime communiste, qui considérait justement que la France avait encore cette aura, cette illusion en fait aussi d'une supériorité artistique dans les années 80. Hein. Je veux dire, ça a bougé hein, dans les années 80. Étaient forcément les références qu'il fallait suivre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous vous rendez compte que les artistes les plus radicaux vietnamiens qui performaient, je me souviens d'un artiste très intéressant qui, lui, en contradiction avec tous les monuments, le Vietnam martyrisé par deux guerres contre les Français et les Américains, les places publiques du Vietnam à travers tout le pays sont constellées de monuments aux morts. Et il y avait cet artiste vietnamien qui, lui, faisait le poirier, en fait. Il restait devant les gens, comme ça, il faisait le poirier. Il a été arrêté pour ça. Hein. Ah oui, oui. Donc, tu voulais dire quelque chose, Alain ? Non, vas-y. Donc ça c'était pour moi, en parlant de contre-modernité, en fait, c'était une chose très intéressante, c'était de voir à quel point, justement, là, pour le coup, les communistes qui pouvaient être... Qui se vendaient comme étant justement révolutionnaires, en fait, perduraient ce mimétisme du colonisé, hein, alors que la population pratiquait justement des contre-modernités. Et là aussi, je dois vous dire qu'une des choses, alors dans ce travail qui m'a extrêmement intéressé, ça a été de voir comment entre la Corée du Sud et le Vietnam, les principes de réparation des traumatismes à travers les guérisseurs traditionnels, les chamans, ont été... alors là, c'est très intéressant, vraiment, parce que là aussi, quand on va là-bas et qu'on passe plusieurs mois à faire des recherches, notamment en Corée du Sud, de chamans, de tradithérapeutes, en fait. Hein. On se rend en Corée du Sud, on vous regarde tous, on vous regarde toujours avec un air un peu limite insulté, mais on ne fait plus ça chez nous. Pourquoi vous venez toujours de l'Occident et vous nous demandez est-ce qu'on fait... Jusqu'au point où j'ai fini par croire qu'il y avait vraiment plus de chamanisme en Corée du Sud. Donc j'ai passé 3 mois à rechercher, on me disait il n'y a plus de chaman ici. Bon. Et c'est un Coréen qui vit à New York que j'ai rencontré sur le travail. J'avais besoin d'un assistant qui m'a dit mais il y a des chamans partout. C'est juste que les Coréens veulent pas que tu les vois en fait. Il m'a dit as-tu vu des svastikas, des croix gammées ? Je lui ai dit oui, j'en ai vu partout. C'est toujours un peu caché, mais il me dit à chaque fois qu'il y a une svastika, il y a un chaman quelque part. Et donc j'ai commencé alors là avec lui à frapper aux portes. Et en fait, on voit bien comment cette société ultralibérale a complètement nié, entre autres avec the way they embrace, la manière dont ils ont accepté la modernité, a complètement nié finalement son passé à la fois traditionnel, irrationnel, si je puis me permettre, pas forcément délibérément, hein, mais parce qu'il y avait un pouvoir, le pouvoir en place, qui considérait que ça c'était obsolète et qu'il fallait l'abandonner. Au Vietnam, c'est encore plus intéressant. Au Vietnam, dans la région de Hanoï et dans toute la province, ce que j'ai découvert en fait au départ, c'est que pareil, on me disait oulala, faut pas parler de ça, c'est de la superstition, disent les communistes. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un anthropologue vietnamien très drôle, très vieux, quand je lui ai posé la question sur y a-t-il du chamanisme. Pas du chamanisme, mais en fait, je m'intéressais à un rituel qu'on appelle le Lan Dong, qui est un rituel de vénération d'une divinité qu'on appelle la mère des 3 réalités. Et en fait, le principe même de ce rituel, c'est que le prêtre, ou la prêtresse, est possédé par un esprit, et donc soigne les personnes qui viennent le consulter avec l'usage de cet esprit qui le possède. Ce rituel, le Lan Dong, a été interdit par les communistes de 75 à 85. Donc, ce à quoi j'ai été confronté, puisqu'on était en 2017,
c'est surtout les restes en fait de ce non-dit qu'il fallait absolument. Et plus j'ai gratté, très vite, j'ai découvert une immense communauté de médiums, très efféminés lorsque c'était des gens possédés par un esprit féminin. Au contraire, très masculin pour des femmes lorsqu'elles étaient possédées par un esprit masculin. Enfin, j'ai découvert tout un monde avec, et c'est là où justement on revient à la question de ces contre-modernités, avec non seulement des rituels, mais surtout des autels sur lesquels on a des figures classiques de la cosmogonie animiste vietnamienne, hein, c'est très animiste, mais une représentation de Ho Chi Minh, une représentation du général Giap. J'en ai même vu 2 ou 3 avec un Christ. Enfin, une sorte comme ça d'absorption de tout ce qui s'est passé pour pouvoir continuer à vivre. Et il faut savoir, j'ai oublié de vous donner ce détail qui est quand même très important, le Lang Dong a surtout été accepté par les communistes pour 2 raisons en fait. La première raison, c'est que beaucoup de familles au début des années 80 ont commencé à demander à retrouver les corps d'un frère, d'un père, d'une sœur. Il y a beaucoup de femmes ont combattu aussi aux côtés de l'armée, qui étaient perdues dans la jungle. Bon, beaucoup. Donc des médiums, certains considérés comme des charlatans, et d'autres vraiment comme des personnes que même le gouvernement commençait à recruter pour retrouver les restes de corps. Il y a une femme d'ailleurs, ça c'est très intéressant, qui explique qu'elle a eu le frère de son mari qui était tombé malade et qui était possédé par un esprit, ils n'arrivaient pas à le soigner. J'entre dans l'histoire, hein, je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre la magie, hein, mais je pense que l'histoire vaut la peine. Sa nièce l'a visité des États-Unis et elle écoute son beau-frère parler, elle dit « mais il parle anglais, il parle américain ». Et donc elle communique, sa nièce, avec cette personne malade, avec l'esprit qui possède le frère du mari. Et l'esprit lui dit je suis un soldat américain qui est mort ici, non loin du village, on est dans la province, en 72. Je veux rentrer chez moi, je veux juste rentrer chez moi. » Donc elle essaie de le soigner, cette personne, et elle n'y arrive pas. Cette femme, cette chamane, décide d'aller au gouvernement local pour défendre ce cas. Elle demande au gouvernement local qu'on organise quelque chose. Cette personne, alors là, ça devient quand même assez extraordinaire, ce soldat américain, a donné le nom d'un village dans le Midwest, le nom d'un petit bled. Avec le gouvernement local, ils vont écrire une lettre au village dans le Midwest, où ils vont expliquer que l'esprit d'un soldat américain possède un de nos citoyens. Nous voulons organiser la cérémonie de au revoir. C'est la traduction que j'ai. Eh bien, un prêtre est venu et le maire du village est venu, américain. Et donc, elle a expliqué ce que j'ai trouvé formidable chez cette femme. Je lui ai dit, mais comment vous avez réussi à convaincre cette autorité locale ? Et elle leur a dit que le soldat était un ennemi de son temps, mais il faisait son devoir. La guerre est terminée, maintenant chacun rentre chez soi. Et ça m'a beaucoup intéressé par rapport à la société coréenne, capitaliste, qui dénie complètement le chamanisme, alors qu'en fait, ils y vont tous. Mais il parle, alors là, excusez-moi, il parle que de la psychiatrie et surtout de la psychanalyse. Mais à ce sujet, j'ai interviewé d'ailleurs dans le film une psychanalyste coréenne extraordinaire qui témoigne elle aussi justement du poids du trauma. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont la société vietnamienne, qui à mon avis donnerait exemple à bien des sociétés au monde, a complètement tout accepté en fait finalement. Et continue comme ça d'évoluer avec son histoire en fait. Et finalement la réparation, c'est ce que tu disais Alain tout à l'heure, c'est d'accepter l'irréparable en fait. Voilà ce que je voulais dire, voilà. Je trouve que la formule est très, très juste. Ça me rappelle, parce que tous ces sujets qui ont été brutalement colonisés, ensuite sont extraordinairement divisés, hein, par rapport à la fois à la culture d'origine, qui est un peu mythifiée, qui finit par fonctionner, je ne sais pas si tu es d'accord, presque comme refoulée, c'est-à-dire elle est cachée, hein, ce que tu disais. Je pense en particulier, vous en souvenez tous, les effets des discours de Lévi-Strauss, Race et Histoire et Race et Culture à l'UNESCO, qui avaient donné des levées de boucliers absolument terribles de la part des fonctionnaires africains de l'UNESCO qui ne voulaient pas qu'on leur rappelle ça. La même chose quand Robert Jolin, qui a été le premier ethnologue blanc à subir l'initiation, ce qu'il raconte dans La mort Sarah, chez les Saras du Mali,
quand le livre a été publié, il a été insulté, etc., par tous les fonctionnaires en costume noir, etc., les appareils politiques, parce qu'ils faisaient valoir quelque chose qui, à leurs yeux, diminuait le pays. Et au fond, cette division-là, cette difficulté subjective que les gens ont, c'est, à un certain niveau, on a eu ça ici en Occident avec Celan, mais c'est ce dont ont témoigné tous les auteurs antillais. Je pense à Césaire, à Glissant. Écrire dans la langue du colonisé, tu vois, c'est-à-dire écrire dans la langue du colonisé. Alors, il y a deux possibilités où, comme Césaire ou comme Glissant, par exemple, on développe la théorie du métissage, de l'hybridation culturelle avec le génie qui est le sien. On se fait emprunter les concepts par un très célèbre philosophe, Paul Gilroy, qui a emprunté ça à Glissant sans lui rendre vraiment voilà, le fait qu'il en était l'auteur, mais on se débrouille avec ça, mais il y a toujours une difficulté, et dans les patients que j'ai reçus, il y a toujours, au fond, l'invention d'un arrangement spécifique pour chacun dans cette déchirure entre les cultures. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est aussi de rappeler, dans ce que tu amenais, que le communisme, on l'aura aussi amené avec le capitalisme. Je ne sais pas si certains d'ici, de ma génération, se souviennent de ce truc que personne ne doit lire, mais qui vaut son... Aujourd'hui, ça nous ferait rire, mais à l'époque, ça nous intimidait, qui est le discours de Mao Tse-tung sur les arts et les lettres à Yunnan. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. Moi, j'ai passé plusieurs nuits à le lire pour essayer de comprendre, parce qu'on m'avait expliqué que c'était fondamental, et à l'époque, j'étais très intimidé par les maîtres penseurs, et donc j'ai lu ça 20 fois. C'est une apologie du réalisme socialiste, qui, du coup, est une négation et une annulation de toute la tradition artistique chinoise. Tu vois, c'est-à-dire que le réalisme socialiste, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'a été la tradition culturelle et artistique chinoise. Donc je me disais, cette question de l'hybridation, effectivement, elle aboutit, effectivement, tu as raison, dans les meilleurs des cas, à réparer l'irréparable. Ou en tout cas... Oui, voilà. À supporter que l'irréparable soit irréparable. Voilà. Et en fait, ce qui m'avait vraiment frappé de ce tissu que j'avais découvert aux objets comme des calebasses cassées ou la réparation, le fil qui était utilisé pour réparer une fissure, puisqu'on parle du Japon, l'art qu'on appelle le kitsugi, où la fissure d'une coupe de thé va être recouverte d'or, en fait, et va donner à la blessure pas seulement une place noble, en fait, va donner à l'objet blessé une seconde vie, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, en fait. C'est que, malheureusement, comme le disait Alain, on assiste un peu aujourd'hui à une sorte de renouveau, en tout cas d'engouement pour le discours décolonial. Mais le grand reproche que je fais à cette espèce d'enthousiasme assez inattendu, je dois dire, c'est qu'il est très souvent victimaire, en fait. Il réduit très souvent la position du colonisé comme objet, en fait. Et en fait, c'est pas connaître justement la manière dont les modernités ne sont pas exclusivement, évidemment, occidentales. Elles n'ont pas uniquement je veux dire, on parle beaucoup en ce moment des arts anciens d'Afrique et de la restitution. Il y a des maîtres qui n'ont pas laissé de nom, mais qu'on reconnaît par rapport au fait qu'ils ont apporté dans la statuaire, comme le maître des coiffures en cascade chez les Luba, en fait. Ce sont des statues qui ont des coiffes comme ça, qui tombent en cascade, comme ça, en escalier. On reconnaît que ce maître est, aujourd'hui, qu'il y a eu quelqu'un qui a produit 37 pièces selon une généalogie qu'on peut retracer, qui ont évolué selon des styles, pas du tout en contact avec l'homme blanc. Et ça redonne pour moi ça recrée un miroir, en fait, de ce qu'est la modernité, en fait. Tout à fait, mais c'est vrai, on pourrait en dire autant de l'esclavage, hein, c'est-à-dire que sans l'esclavage, pas de samba, pas de jazz, hein, au fond c'est la thèse de Gilroy. On passe aux questions Oui.